Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode de Détente et Réflexion. Je suis Eve et mon but principal est de vous mettre de bonne humeur. Aujourd'hui, j'aborde le thème de l'alcool. Seul. Alors juste avant de rentrer dans le sujet, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas enregistré un podcast seul. Donc je suis extrêmement stressée, mais je suis aussi très excitée parce que c'est quand même une autre vibe. Je suis un peu plus libre, quoi, et il y a personne qui va me couper la parole, même si j'adore faire des podcasts accompagnés, bien sûr. Surtout que ce podcast-là, en vrai, j'aurais peut-être dû le faire accompagner parce que je ne bois pas ou très peu. Enfin, ça, vous verrez. Du coup, je suis pas forcément la personne la mieux placée pour savoir ce que ça fait d'être alcoolique. Bon, après, en vrai, je connais pas non plus, j'ai l'impression des personnes, bah, à part ma grand-mère, mais sinon je connais personne d'alcoolique. Mais voilà quoi, j'ai une certaine vision de l'alcool qui est peut-être pas celle que beaucoup de gens ont quand elles consomment régulièrement de l'alcool et quand elles apprécient différents alcools. Bref, je m'en moque car j'ai fait des recherches. Et des recherches, j'en ai trop fait parce que, alors déjà que je parle beaucoup, mais alors avec toutes les recherches que j'ai fait, là ça va au moins faire 3 heures de podcast, bon j'espère pas parce que le montage, c'est moi qui le fais. Mais il fallait que j'en fasse parce que bah, j'avais trop peu de... Enfin, j'avais les on-dit dans ma tête, ce que tout le monde partage des connaissances qu'ils ont de l'alcool, mais j'avais pas les faits, j'avais pas les facts vérifiés. Et d'ailleurs, ce podcast comporte dans la partie description une partie source où je mets mes sources et comme enfin je mets les liens des articles et tout que j'ai regardé, comme ça vous pourrez le voir. Mais du coup je veux pas trop me perdre. Bon, déjà je suis perdue, non, mais je veux pas trop me perdre parce que le but de ce podcast c'est pas forcément enfin je vais pas genre ce sujet il est infini et moi c'est plus enfin dans cet épisode je veux plus détailler comment, alors là j'ai écrit un truc de fou parce que mon but c'est un peu de détailler comment la banalisation de l'alcool est arrivée et quels sont ses impacts sur notre santé, sur l'économie et sur la société, quoi. Bon, c'est un peu large, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas là pour faire culpabiliser qui que ce soit, mais vraiment pour comprendre comment on en est arrivé là dans la société et remettre un peu en question ce qu'on vit et voir un peu les alternatives à la consommation de cette drogue, parce que oui, l'alcool est une drogue, et d'ailleurs, après je vous montrerai enfin du coup non, je vous montrerai pas, je vous décrirai un schéma affolant, mais vrai. Alors, pour tout ça, on va faire un plan, enfin un plan. Je vais avoir à peu près 5 thèmes, qui est un peu l'histoire de l'alcool et l'évolution de la consommation, les risques pour la santé, le lien avec l'économie et les politiques, la pression sociale et culturelle, et un peu les alternatives, les défis de faire autrement et de penser autrement. Après, même si j'ai fait des recherches, ça reste quand même à prendre avec des pincettes et à vérifier vous-même. Oh, j'ai trouvé ma chaussette. Oh là là, là je suis saoulée, c'est des chaussettes que mon grand-père m'avait achetées. Je trouve au talon en plus, donc c'est source d'ampoule quoi. Bon, tant pis. Oui, bon, ça à prendre avec des pincettes parce que bon, j'ai fait c'est sourcé, mais c'est beaucoup aussi pour donner mon avis parce que moi, il y a des choses qui m'insupportent et dont j'ai envie de parler. Et juste petit aparté sur le podcast en général, parce que bah si je le dis, je m'engage un petit peu, bon, quoique pas trop, parce que je me suis engagée à faire un Insta et je suis toujours en réflexion par rapport à ça. Mais justement, genre, là, la préparation du podcast, elle m'a pris beaucoup de temps parce que bah, j'ai fait beaucoup de recherches en même temps pour faire quelque chose de sourcé. Mais du coup, ça va. Bon, en vrai, je sais pas parce que me connaissant, c'est dur de perdre en spontanéité, mais ça perd quand même un petit peu en spontanéité. C'est juste que c'est moins spontané dans la réflexion, on va dire, parce que bah, je me renseigne. Mais en même temps, c'est mieux de se renseigner avant pas de dire n'importe quoi et faire trop du café de commerce. Mais en même temps, j'aime bien ce côté de avoir un podcast pour faire du café de commerce. Mais après, on n'évolue pas et c'est compliqué. Donc, faut que je trouve un entre-deux ou alors faire des sujets un peu plus light pour faire des épisodes moins longs que. Enfin, avoir un peu des deux, quoi. À voir. Parce que tous mes sujets, ils sont hyper
touchy, enfin pas touchy, mais un petit peu, et il faut pas que je dise n'importe quoi. Par exemple, j'ai quoi comme sujet? Je vais vous faire des petites exclus. J'ai la chirurgie esthétique, le sexisme ordinaire, l'homophobie ordinaire, encore les réseaux sociaux, le téléphone en général. Enfin, c'est plein de podcasts intéressants, mais vraiment très dur à faire. Et du coup, je mets du temps. Et comme je suis en alternance et que j'ai d'autres projets à côté, c'est dur. Bon, je sais pas si ça vous intéresse. Mais par exemple, dans mes anciennes notes, j'avais marqué par exemple une idée qui était Paris, 5 lieux trop choux. Et ça, c'est tout bête, mais je me dis, bon, ça fait. Là, dans le podcast Détente et réflexion, c'est pas grave quoi si j'ai juste un podcast de 15 minutes où je suis juste toute mimi et que je suis pas allée sourcer pendant des jours sur l'alcool. Bref, allez, revenons à l'alcool. Petite citation en anglais. Alors, je vais pas prendre l'accent anglais parce que c'est pas la vibe de détente et réflexion, mais c'est une citation de Mary Wilson Little. Alors, j'ai pas trouvé qui c'était, mais bon, c'est dans une vidéo de TED Talks. Almost anything can be preserved in alcohol, except, pardon, health, happiness and money. Euh, Oh, c'est pas forcément la meilleure citation, mais elle m'a fait rire parce que, genre, c'est beaucoup, quoi, finalement, si t'as pas la santé, le bonheur et, bon, l'argent, en vrai, voilà, un minimum, mais, et bah, l'alcool, ça enlève tout. Fin du podcast. Ne buvez pas, vous aurez plus rien. Non, allez. On commence la première section, histoire de l'alcool et évolution de la consommation. En fait, c'est pour voir un peu pourquoi c'est autant dans les mœurs, et ce n'est pas étonnant, puisque c'est la plus vieille trace d'alcool retrouvée, enfin d'alcool qui soit pas juste fait naturellement, parce que avant que l'alcool soit créé par les hommes, les animaux pouvaient être bourrés, parce que en gros l'alcool c'est quoi? C'est les levures qui se nourrissent du sucre des fruits ou d'autres choses et tout, et quand c'est trop mûr, c'est la fermentation et ça crée l'éthanol. Et l'éthanol, ça pouvait rendre les animaux tout bourrés. Moi, en vrai, je sais pas, peut-être pas tout bourré, mais tout euphorique. Et en 7000 bah en même temps, après, c'est pas encore arrivé, mais avant Jésus-Christ, on a trouvé la plus vieille preuve de fermentation d'alcool humaine en Chine. Donc, dès 7000 avant Jésus-Christ, les hommes buvaient comme des trous. Ensuite, en Égypte ancienne, il y avait de la bière, en Rome antique, du vin, et en fait, toutes les régions, selon leur climat et les plantes qui poussent, et ça a toujours été un peu limiter la consommation pour pas avoir des effets néfastes, surtout sur la société. Et au 9e siècle, après Jésus-Christ, est arrivée la distillation, permettant les alcools forts, parce que en gros ils font bouillir le beuvrage, l'alcool s'évapore, ils mettent un truc pour le faire revenir liquide, et c'est tout fort alcoolisé. On peut s'en servir pour désinfecter les plaies ou pour le boire pour les plus fous d'entre nous. Et d'ailleurs, au début, ça a été utilisé pour la médecine, et ensuite, ça a été très bon pour le commerce international par voilier, non seulement parce que bah, ça pourrissait pas et du coup, ils pouvaient vendre ce beuvrage aux quatre coins du monde, mais également parce qu'ils pouvaient aller aux quatre coins du monde grâce à l'alcool qui aidait à conserver l'eau potable. Par exemple, il y avait un tonneau, un baril d'eau, une petite cup d'alcool et ça tenait pendant 4 mois pour aller, je sais pas, d'Europe en Asie, et voilà. Bon, là, c'est un petit peu pour se remettre les idées en place sur l'histoire générale de l'alcool. Après, alors ça, c'est des on-dit que j'ai pas vérifié, mais je vais quand même dire les on-dit. Je crois qu'avant, l'eau était vue comme dangereuse, genre au Moyen-Âge et tout, parce que bah, elle transportait des maladies, parce que les gens, bah, justement, ne se lavaient pas, et du coup, ils buvaient beaucoup plus d'alcool. Et aussi, je me suis dit qu'ils faisaient ça contre le froid. Mais ça, j'en suis pas sûre, mais je me dis, ça tient debout en vrai.
Mais donc voilà, si vous voulez vérifier, vérifiez. Moi, là, j'ai vérifié trop de faits, j'en peux plus. En France, ça se voit que c'est pas un podcast professionnel, mais oh là là, un jour peut-être que je ferai un podcast professionnel. Et en France, la première moitié du XXe siècle, donc c'est il y a pas si longtemps que ça, quoi, genre de 1900 à 1950, il y avait de l'alcool vendu en pharmacie. Et ça, c'est un vrai fact, et je trouve ça fou de me dire que c'est pas que en Égypte ancienne ou quoi qu'ils utilisaient ça pour guérir, c'était, enfin même on dit ouais, enfin je sais pas si vous connaissez l'alcool la chartreuse ou même n'importe quel alcool fort et tout qu'on donne quand on a la toux, des trucs et tout en mode ah ça va t'aider à aller mieux, mais ça à mon avis c'est totalement faux, mais bon. Cette partie ça montre à quel point l'alcool elle était ancré dans les mœurs. Pendant la Première Guerre mondiale, il y avait 1 litre de vin donné par jour aux soldats. Genre 1 litre, c'est fou, mais en même temps, bah, c'est compréhensible, les pauvres, ils étaient dans la guerre, fallait bien boire pour oublier. Et il y avait des pubs qui visaient, sur le vin, qui visaient même les enfants. Et c'est qu'en 1956 que la loi interdit de servir de l'alcool dans les cantines. Ça veut dire qu'avant, genre, les enfants, ils étaient tout bourrés tout le temps. Alors qu'aujourd'hui, enfin, quand on voit un petit boire, c'est ah non, mince, c'est tac tac. Avant, c'était aller à la cantine. Donc bon, voilà, remise un peu en contexte d'à quel point l'alcool est dans les mœurs depuis toujours. Et en 1991, la loi, je pense, suite à de nombreuses alertes des dangers de l'alcool, la loi E20 interdit toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur, mais attends quoi? Du tabac? Mais c'est pas du tout le sujet du podcast. La loi E20, mais c'est pas pour le... En faveur du tabac. Mais c'est Wikipédia, mais ils sont complètement zinzin. Ah, c'est les deux. Contre le tabagisme et le... Ah, j'ai toujours cru que c'était que l'alcool. Elle établit notamment le principe d'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ainsi que dans les lieux collectifs de transport. Concernant l'alcool, elle limite fortement le droit de faire de la publicité pour les boissons alcoolisées afin de protéger les jeunes des opérations de marketing. Donc voilà, c'est ça. Et c'est la loi où il y a eu le petit truc, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Et en fait, ça, on peut se dire, ah bah c'est bien, parce qu'effectivement, consommer avec modération, c'est mieux que trop consommer. Of course, le moins c'est mieux. Mais en fait, ça laisse entendre que c'est ok de consommer. Alors que le tabac, c'est genre le tabac tue et tout, et l'alcool, c'est ah, avec modération, alors que bah l'alcool tue et l'alcool est extrêmement mauvais. Et genre, c'est fou qu'un truc public, un message de prévention de la santé soit peu aussi peu prévenant quoi. Enfin, on devrait plutôt dire l'alcool tue, n'en consommez pas sous la pub quoi. Enfin, je veux dire pourquoi sur les paquets de cigarettes on a des poumons meurtris et sur les bouteilles de vin on est tout mimi un vin datant de 1988. Ouh. Et du coup ça, alors j'en parle. En fait, j'ai fait un plan, mais ce fait-là de la loi Evin dans l'histoire de l'alcool et son évolution, ça montre le pouvoir des lobbies. Parce que bah ça veut dire quoi modération? Pourquoi ne pas dire de pas en consommer tout ça? J'en reparlerai plus tard des lobbies, mais c'est un peu faible quoi pour promouvoir la santé des gens. Même s'il faut pas de pub dessus. En même temps, pour rester sur les publicités, c'est un peu dur de dire que ça détruit la santé des gens quand on a le champagne, le vin, le cidre, souvent produit en France. Enfin, de dire oui, l'éthanol, ça te fait mourir, c'est plus compliqué. On peut le comprendre que l'industrie du tabac, quoi, parce que il y a une culture de l'alcool, vu que c'est là depuis 7000 ans avant Jésus-Christ, qui est folle, quoi. C'est trop ancré pour dire la vérité, mais en même temps, que choisir préserver la bonne culture française, le bon vin, la convivialité, être bon vivant, ou réduire le nombre de morts par an face à ça. Oh là là, pardon, je suis de la rabat-joie du groupe ou quoi? Mais en tout cas, il y a une évolution
qui n'est pas due qu'à mon podcast, sur la perception que de l'alcool entre les différentes générations. Et selon Santé publique France, il y a une baisse de consommation, puisqu'en 1990, 34% des adultes, pardon, consommaient de l'alcool les jours. Non, c'est trop une dinguerie. Et c'est fou l'impact de la loi en vrai. Même si elle est pas folle en mode à consommer avec modération, c'est sûr que ça a aidé. Et aujourd'hui, il y a que 8%, enfin bon, c'est déjà trop, hein, mais il y a 8% de personnes qui consomment de l'alcool tous les jours. Une baisse de dingo. Mais après, pour un peu se dire que c'est pas non plus la belle vie, en France, 40% des adultes, et ça c'était en France, hein, pardon. Et donc en France, 40% des adultes boivent de l'alcool chaque semaine, toujours selon Santé publique France, et cette part reste stable. Donc je me dis qu'en fait, ça a plus servi à sensibiliser aux dangers pour la santé et surtout destiné aux enfants. Parce que dans ce qui est dit, c'est que c'est surtout chez les jeunes et chez la population masculine que la baisse de consommation se remarque. Et donc c'est ça, parce que bah, chez les adultes, ça reste stable. Et, et en fait, ça montre à quel point c'est le social qui fait tout. Parce que là, on a une baisse, mais bon, toujours une stabilité au niveau de la consommation adulte. Et pourquoi? Parce que bah, de nos jours, c'est le diable chez les enfants, l'alcool, en mode de, oh là là, faut pas toucher une goutte d'alcool et tout. Bon, même s'il y a des adultes qui permettent aux enfants, etc. Mais bon, c'est quand même le diable et bon, c'est interdit quoi, avant 18 ans, machin. Et c'est fou de passer d'un truc interdit à c'est la fête, un truc hyper positif, un message hyper positif sur l'alcool. Enfin, je trouve que le contraste entre l'interdiction quand on est jeune et le fait de ah bah d'un coup t'es adulte, let's go, c'est parti, let's go, tu as le droit d'abîmer ton cerveau maintenant. Enfin, c'est assez. Je pense que c'est pas forcément tellement une différence de perception qui explique le fait qu'on boive moins, mais plus bah, les lois et le fait que ce soit vu comme le diable et vu comme une et que ce soit vu comme une passation, comme un passage à l'âge adulte, quoi. Ça, j'en reparlerai parce que ça m'énerve. Les effets sur la santé, donc en fait, là, je vais rien vous apprendre. Ça influence de nombreuses pathologies, genre le cancer, les maladies cardiovasculaires et digestives, les maladies du système nerveux et peut provoquer des troubles psychiques. Et aussi la cirrhose, bien connue, maladie grave du foie qui endommage irréversiblement cet organe digestif. Après, sans foie, c'est compliqué de vivre. Et, mais il y a aussi d'autres maladies comme la maladie de Korsakoff. Et cette maladie, c'est une maladie neurodégénérative. Donc bon, c'est un peu, comme j'ai dit, des maladies, des troubles psychiques et des troubles du système nerveux. Parce que donc là, en gros, il y a certaines régions du cerveau qui peuvent être endommagées en raison de carences en vitamine B1. Moi, je connais, ça s'appelle la thiamine. Et du coup, ça entraîne des grandes difficultés de mémoire, de mouvement, de vision et de coordination. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'hyper grave et ça touche pas tout le monde, mais c'est vraiment dû à la consommation de l'alcool, quoi. Et enfin, en fait, il y a vraiment énormément de maladies, énormément de risques. Parce que bon, là, je vais pas faire toute une liste parce que bon, ce n'est pas un podcast historique, ce ne sera pas non plus un podcast prévention santé. Mais enfin, ce qui fait peur, c'est que ce soit aussi grave et que l'alcool soit autant valorisé, quoi. Aussi, bah, du coup, l'alcool rend bête, comme mon épisode des réseaux sociaux, moi, tout ce qui me rend bête, loin de moi. Et juste pour quelques chiffres, chaque année en France, il y a environ 41 000 décès. Donc bon, c'est pas énorme par rapport aux 60 millions, mais c'est quand même 41 000 quoi. Enfin, on peut pas se dire oh, un truc bon vivant, bon des morts, ils sont morts, ils sont morts. Et c'est la première cause. Désolé, je ris de ça parce que bah vaut mieux en rire qu'en pleurer. C'est la première cause d'hospitalisation et la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac.
et ça provoque 8% de cancers chaque année. Tout ça en France. En fait, je dis des choses qui sont évidentes. Enfin, personne ne s'étonne que l'alcool provoque 41 000 décès par an en France, mais pourtant, c'est pas quelque chose qu'on souhaite enlever. Par exemple, je sais pas, pour moi, le VIH, le tabac et tout, bah, on veut l'enlever, et ça, bon, c'est quand même un petit peu trop d'effort, quoi, d'arrêter de boire moi, oh là là. Et sur le Worldometer, non, comment ça s'appelle? Sur le worldometers.info, j'adore ce site. C'est un site, je le mettrai en source, qui met plein de chiffres et l'évolution actuelle. Alors, je sais pas exactement la fiabilité, mais j'ai l'impression que c'est très très fiable parce que, bah, déjà, le premier chiffre, c'est la population mondiale actuelle et c'est un chiffre juste qui est à 8 milliards et quelques. Et du coup, dans ce site, il y a des trucs sur la population, le gouvernement, société et médias, environnement, alimentation, eau, énergie, santé. Et dans la santé de cette année, donc c'est-à-dire en 2024, donc c'est-à-dire depuis un mois et quelques jours, enfin il y a eu une quinzaine de jours, il y a eu 285 415 décès dus à l'alcool. 295 416 maintenant décès. Et aujourd'hui, donc moi je suis le 11 février 15h46, il y en a eu 4504. Bon, même si c'est sur tout le monde, je sais pas, moi je trouve ça quand même beaucoup. Enfin, c'est des décès, quoi, c'est pas... c'est juste, tu meurs parce que t'as trop bu. Enfin, c'est hyper évident ce que je dis, mais c'est grave, quoi. Par exemple, à titre de comparaison, il y a eu 45 000 décès causés par la malaria. Donc l'alcool est bah, bien gagnant, quoi. Oh là là, ça c'est terrible. 35 000 décès de mères durant un accouchement. Ça fait peur, hein. C'est pas beaucoup, mais quand même beaucoup. Et juste un petit truc sur l'énergie. Pour les barils de pétrole Rinstant, il reste 14 367 jours avant la fin du pétrole. Je pense si on suit la consommation actuelle. Donc c'est-à-dire 39 ans. Ce qui est très peu. Il faut vite changer l'économie et notre manière de consommer les énergies avant que ça arrive. Sinon, oh là là, bon, on buvra plus d'alcool. Et aussi sur ce site, un dernier chiffre, ça n'a rien à voir avec l'alcool, mais je trouve ça quand même fou. Dans le monde, il y a 876 millions de personnes qui sont sous-alimentées et il y a 854 millions de personnes qui sont obèses. Et je trouve ça fou, ce clivage aussi peu équitable. Vraiment, je me bats contre le gaspillage alimentaire. Bon, énormément d'alcool, de décès suite à l'alcool, et je me dis, avec environ 2 millions de morts par an par rapport au tabac qui en provoque 4 millions, je me dis comment ça peut être aussi bien vu et recommandé. Et bah ça, en fait, je me dis pas comment, c'est ce qu'on va voir après, l'économie et les pressions sociales et culturelles. Mais juste un petit truc pour continuer, une petite info santé avant, je me suis demandé si le fait de boire beaucoup d'un coup était forcément très néfaste par rapport au fait de boire beaucoup longtemps. Et comme on pouvait s'en douter, c'est assez partagé parce qu'en fait, d'un côté, selon l'Université College London, UCLA, et le Royal Free Hospital et les universités d'Oxford et de Cambridge, le mode de consommation d'alcool est un indicateur plus précis dans les risques de développer une maladie du foie que la quantité consommée. Donc on se doute que boire beaucoup, c'est pas ouf. Boire beaucoup d'un coup, c'est pas ouf. Et selon eux, bon, ils ont fait des études, tout ça, et les buveurs excessifs sont 3 fois plus susceptibles de souffrir de liaisons hépatiques que les personnes qui consomment genre un verre de vin par jour. Mais en même temps, les pathologies qui atteignent le foie sont principalement les conséquences d'une alcoolisation chronique et les risques de tension, d'hémorragie cérébrale surviennent même pour les consommations modérées et régulières. En gros, c'est juste que, bah, en fait, ça dépend. Cette question est dure à répondre parce que ça dépend aussi de la fréquence de boire beaucoup d'un coup. Et souvent,
quand les personnes qui boivent régulièrement, bah c'est pas rare que aussi parfois elles boivent beaucoup d'un coup. Et du coup, ce qu'on peut retenir, c'est juste que bah, pour la santé, c'est mieux de boire pas beaucoup mais régulièrement que beaucoup une fois, je pense à part égale. Mais si vaut mieux boire une fois par an beaucoup que toute l'année, tous les jours, pas beaucoup, quoi. Je sais pas si j'ai été claire, mais c'est ce qui en ressort. Bref. Après, personnellement, je pense que quand on est bourré, euh, même si sur les effets de la santé, c'est pas très tranché, il y a quelque chose qui bat tout, c'est que on est hyper vulnérable. Et par exemple, moi, alors attention, trigger warning d'histoire triste, 2 fois dans ma vie, j'étais tellement bourrée que j'étais très faible et presque endormie. Et une fois, j'ai été violée et une fois, j'ai été attouchée sexuellement. Et les 2 fois, ça m'a réveillée. Et sauf que j'étais trop faible, trop bourrée pour me défendre. Et donc, désolée, c'est ambiance morbide dans le. Enfin, pas morbide, mais triste dans le podcast. Mais c'est pour dire que c'est hyper grave, quoi. Et on a l'impression que oui, bon, t'es bourré, c'est marrant et tout, mais bon, jusqu'à ce que quelqu'un abuse de toi, quoi. Et bon, moi, voilà, mais il y a aussi des gens bah, qui en meurent, quoi. Le coma éthylique, c'est pas anodin. Et genre les accidents en voiture parce qu'on est trop bourré, enfin, combien de fois on a entendu des faits divers, un mec trop bourré fonce dans une voiture et tue la maman et son bébé. Bon, je sais pas, là, je prends un truc hyper extrême, mais enfin, je veux dire, c'est pas. Ça existe. Et je sais pas, genre, c'est de me dire qu'il y a des choses aussi horribles qui existent et que dans la société, ce soit quand même, bah, l'alcool, ce soit hyper accepté. Enfin, je veux dire, à quel moment on peut choisir la facilité face à de telles tragédies, quoi. Et bah, bah voilà, en fait, enfin, je dis que c'est pas la santé, mais si, finalement, c'est la santé mentale. Et la santé mentale des traumatismes tels qu'on peut vivre quand on est bourré. Bien sûr, évidemment, ça arrive pas à tout le monde et j'espère que ça arrivait à aucun des auditeurs. Mais si ça vous arrivait, bah vous comprenez et vous vous dites oh là là, on va plus boire non plus. Voilà, je le prends un peu sur le ton de la rigolade parce que bon, je veux pas faire un podcast pour vous tirer les larmes, mais donc voilà, je tranche sur le fait que boire beaucoup d'un coup, ça peut être beaucoup plus grave pour la santé si on regroupe mental et physique. Enjeux économiques et politiques. En France, le vin, c'est 500 000 emplois. J'ai trop l'impression d'être une journal... Attends, je vais faire en mode journaliste. Aujourd'hui, en France, le vin, c'est 500 000 emplois. Et ça rapporte 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je sais pas si c'était bien. Bon alors, mais ce que je dis, c'est quand même vrai, même si je l'ai dit d'une voix assez peu naturelle. Et ça ramène aussi les touristes. D'ailleurs, ça, j'ai une anecdote. C'est que j'ai un ami de mon père qui était dans une cave et qui a vu Pink, la chanteuse, visiter la cave pour acheter son vin. Donc je me dis, si même si ça ramène des chanteurs célèbres et que ça peut ramener Harry Styles ou Zayn en France, moi je dis oui à l'industrie et au lobby du vin. Non, je rigole. Bon alors, ensuite, donc après cette information plutôt folle, Alcool Info Service nous dit que alors, les 20 milliards, j'ai eu ce chiffre dans la vidéo du Go Decrypt, enfin une vidéo qui parle de l'alcool, je me suis dit pourquoi pas écouter, et puis c'était intéressant. Mais sauf que avec une autre source, j'ai trouvé qu'en fait c'était 15 milliards d'euros. Bon, ça, c'est pas 5 milliards, on n'est pas à 5 milliards près, mais je vous le dis. Pour préciser, il y a 15 milliards d'euros pour le secteur de la viticulture, 4,4 milliards d'euros pour les spiritueux, donc whisky, rhum, etc. Et les eaux de vie naturelles, cognac, armagnac, etc. Et 2,5 milliards d'euros pour le secteur de la bière. Ça, c'est fou, je me dis quand même, j'ai l'impression que la bière, ça aurait été plus. Peut-être qu'en Allemagne, les chiffres sont différents. Donc voilà, tout ça pour dire que ça pèse lourd et qu'on peut pas s'en débarrasser comme ça. Bon, je veux pas forcément m'en débarrasser, mais ça explique
ce dont je vais parler tout de suite là maintenant, qui est le lobbying. Parce qu'avec un secteur qui pèse autant, qui a un background, pardon, et qui est background culturel, et qui est... ah, j'ai envie de trouver un troisième truc parce que j'ai pas envie de rester sur deux. Et qui est une certaine fierté. Je suis sûre qu'à la Coupe du Monde de rugby, il y avait des trucs de vin pour l'ouverture là avec Jean Dujardin où il dansait et tout. Bah, je suis sûre qu'il y avait du vin. Genre quelqu'un qui était déguisé en bouteille de vin, je sais pas. Ça se trouve non parce que c'est un truc officiel et tout qu'il faut pas montrer qu'on consomme de l'alcool, mais les Français ils sont un peu zinzin. Voilà, puis surtout le rugby, alors là, le secteur de la bière, ça y va. Bon alors, il y a des taxes et des campagnes de prévention créées genre par les services de santé publique pour se dire et si on faisait baisser le nombre d'hospitalisations qui ont été annulées par le lobbying du vin très certainement parce que voilà, mais enfin par les lobbying des différents alcools produits en France. Là, je reste sur la France et je me dis mais c'est fou quoi. Il y a des gens qui se battent pour créer des campagnes, pour créer des lois et des taxes pour juste sauver des vies. Et il y en a qui disent non, non, les gars, ça rapporte trop gros ce secteur, les touristes, la culture française et tout, laissez-les mourir. Non, mais, enfin, je trouve ça fou. Là, ça me. Moi, je sais que moi, je buvais déjà, on va dire que je bois 2 fois par an. Ou parfois, je goûte un truc parce qu'on me dit goûte. Mais là, vraiment, plus je parle, plus je me dis, mais là, la prochaine fois que je boirai, ça sera à mon enterrement. Donc voilà, et j'ai vu aussi en cours, alors j'avais juste noté vite fait, donc j'ai pas de source vraiment, mais c'est mon prof qui me l'a dit. Enfin, il m'a pas dit à moi, il a dit à toute la classe, qu'en 2015, il y avait eu un allègement de la loi E20 pour les pubs sur le vin. Et je me dis, non mais c'est fou, le retour en arrière quoi. En 1991, il y a une loi qui est là, qui, qui même si elle est pas parfaite, elle prévient et tout. Et là, il y a un lobby, vu qu'il est fort et riche, non mais c'est trop une dinguerie. En fait, je trouve ça fou les priorités, quoi. On se dit, bon, bah c'est euh, enfin, là j'ai vraiment un discours idéaliste et utopiste, mais enfin, c'est quand même fou de tout faire pour l'argent et pour préserver quelque chose alors que c'est si futile par rapport à la vie de quelqu'un quoi. Enfin je sais pas. Moi je trouve que la vie c'est tellement la pire des choses de perdre un proche. Comment on peut se dire oh mais au moins on est riche quoi. On est seul mais riche, le bonheur absolu. Oh en vrai, seul et riche ça peut être bien. Personne nous embête. Et comme on n'a plus de proches, ils sont tous morts, bah au moins on risque plus d'être triste. Et on est tout bien, on peut le lire toute la journée. On peut chanter à tue-tête. Bon, bref. Et tout le monde connaît, enfin non, en vrai, personne connaît, mais beaucoup de personnes connaissent le Dry January, qui vient du Royaume-Uni, qui est le fait de ne pas boire pendant le mois de janvier, parce que, of course, en décembre, là, c'est les folies, quoi. Et, et en fait, le Dry January, donc cette initiative plutôt positive qui est de bah arrêter de boire quoi. Comme ça déjà les personnes alcooliques elles peuvent s'apercevoir qu'elles n'arrivent pas à tenir un mois, donc ça veut peut-être dire qu'elles doivent se faire aider et qu'elles doivent sortir de ça parce que bah ça peut conduire à des conséquences pas ouf. Puis même parce qu'en vrai j'ai parlé des maladies et tout, j'ai parlé de la santé, mais les conséquences de ne pas être fier de soi, tomber dans la dépression, euh, ne faire que décuver. Enfin non, mais en vrai j'exagère, mais c'est un peu ça quoi. La dépression liée à l'alcool, elle est pas négligeable. Sans parler de dépression, enfin le lendemain, comme on appelle les lendemains, enfin on fait rien quoi. C'est une journée entre guillemets perdue ou alors il y a certaines personnes qui le vivent très bien, mais enfin moi je connais plein de personnes qui sont dans le regret et oh là là, j'ai encore trop bu hier ou machin, désolé pour hier soir. Et ben en fait, ça continue le lendemain, quoi, avec bah, la non-productivité, les mal de tête et tout. Et franchement,
enfin, en fait, la glamorisation, j'ai l'impression que c'est vraiment une surface superficielle et que, enfin, les conséquences, même si elles sont pas dramatiques, de juste j'ai des boutons sur la peau, j'ai mal à la tête toute la journée, je fais rien de ma vie, etc., bah, elles sont là et c'est ça en fait qui, enfin, j'en sais rien, mais je pense que c'est ça qui, en s'accumulant, fait que, bah, au bout d'un moment, t'es dans ce cercle infini et t'es jamais content de toi et tu fais moins en moins de choses, enfin, je sais pas. Après, bon, j'exagère et c'est dans les cas où, enfin, non, j'exagère pas, mais c'est dans les cas où la personne vraiment boit beaucoup, etc. Enfin, je suis certaine qu'il y a des gens qui peuvent boire sans que ça soit aussi négatif sur sa productivité, etc. Mais ce sera quand même négatif sur un autre aspect, santé, etc. Et bon, bref, ce Dry January, qui est quand même une belle initiative, qui a été suivi en janvier 2024 par plus de 5 millions de personnes. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a 5 millions de personnes qui se sont dit ah ouais, je vais essayer de pas boire pendant un mois, alors que moi, vraiment, ça me paraît loin, quoi. Je me dis, mais je sais même pas quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai bu. C'est tellement pas un problème, et je me dis que ça l'est tellement pour plein de gens. Mais bah, c'est tant mieux pour moi que ce soit pas un problème. Mais je trouve ça fou que ce soit pas un problème pour moi et que j'en parle autant, que ça me mette tant hors de moi, parce que je suis très empathique pour les gens pour qui c'est un problème. Mais bon, et ben ce Dry January est une belle initiative que je soutiens. D'ailleurs, on devrait faire le dry hier, ça veut dire pas d'alcool tout le temps. Ah, non, je rigole. Bon alors, ce Dry January, il n'est pas soutenu par le gouvernement français. Et du coup, en fait, il y a plein de campagnes qui passent pas forcément parce que bah, Service public, Santé publique France, c'est un peu lié et tout. Je sais pas exactement, mais bah, comme c'est pas soutenu, bah, forcément, c'est moins développé. Et forcément, bah, les effets sur la société et sur la santé des gens restent tels quels. Et en fait, je me dis que c'est pour la santé, en fait, l'alcool en soi coûte très cher en santé, mais rapporte beaucoup. Mais parce qu'en fait, c'est pas les mêmes qui gagnent et qui perdent, quoi. Et les lobbies industriels de l'alcool, ils sont en mode ouais, faut pas être aussi extrême et faut cibler les personnes à risque et genre pas cibler toute la population. Mais moi je suis en mode mais c'est fou de bon en même temps bon c'est les lobbies et tout, ils savent qu'ils ont tort mais je me dis mais c'est fou quoi tout enfin même si tu bois de manière modérée, tu peux tellement tomber dedans et puis c'est tellement pas bon non plus. Enfin, je me dis on tout tout est fait pour bah, pour gagner de l'argent, logique. Et en fait, je me demande, enfin, les personnes qui sont dedans, qui aiment le vin et tout, ça doit être dur de se dire que, bon, même si ta boisson, elle a une histoire, c'est très intéressant, certainement, enfin, franchement, de s'y connaître en vin, de reconnaître les goûts, mais je me dis, c'est fou j'ai l'impression que jamais, jamais c'est évoqué les effets néfastes, quoi. C'est tout le temps caché derrière, ah oui, le vin, ça peut apporter tel bienfait et tout, je sais pas quoi. Des trucs forts, et je me dis, mais les personnes y croient ou elles savent que c'est comme quand même un autre alcool et que même si c'est moins terrible que la vodka, c'est quand même que ça peut porter à l'alcoolisme. Enfin, je veux dire, des personnes qui s'enfilent une bouteille de vin le soir, si elles sont pas alcooliques, bah alors moi je m'appelle pas F. Jackie. Oh là là, je suis la pire des podcasteuses, pardon. Bref, quand même pour finir, je pense que les œnologues et aussi, enfin, toute personne qui consomme régulièrement de l'alcool sait tout ça. Enfin, pas forcément dans les précisions, etc., mais sait que c'est mauvais pour la santé, que c'est, enfin, qu'il y a vraiment plus d'effets néfastes que positifs. Mais comme tout, en fait, faut, ch- on choisit la facilité, quoi. Parce que entre ne plus boire et, en fait, on ferme les yeux sur tous les méfaits que ça apporte pour pas se priver d'une petite joie quotidienne. Enfin, ou alors, pour les gens de manière normale, déjà, c'est plus facile. Enfin,
C'est la facilité parce que, bah, socialement, c'est plus accepté de boire que de ne pas boire. Du coup, bah, voilà, on oublie un peu, les morts que ça peut engendrer et pour le zoonologue parce que, bah, c'est une passion qui clairement enfin une passion pour une autre drogue, et clairement, si on enlève toute la glamorisation autour, après je sais aussi qu'il y a un certain goût et cetera et que ça peut être très appréciable de boire, bah, un verre d'une certaine boisson et qu'il y a certainement des saveurs, très différentes et cetera, mais bon, ça reste quand même sur la base de, une boisson, qui cause maints problèmes, tue par facilité. Ah oui, ensuite non mais je suis trop historienne en fait. Heu, j'ai mis, mon titre de sous-partie s'appelle «L'exemple de la prohibition, montre sa place centrale». Mais en même temps, la prohibition, c'est vraiment un bon exemple parce que ça montre à quel point c'est impossible, en même temps, c'est logique. On peut pas supprimer quelque chose d'un coup, mais à quel point c'est impossible de supprimer l'alcool de l'économie, malgré tous les effets néfastes et les ravages, que cela peut provoquer sur la société. Alors, aux États-Unis, de 1920 à 1933, ils ont interdit de fabri ils ont interdit de fabriquer, vendre et transporter de l'alcool. Déjà, oh là là, j'avais vu un film, c'était une petite fille qui allait, ramener des bouteilles de lait ou je sais pas quoi, et on voit un mec rentrer dans un bar, du coup qui ne vendait plus d'alcool, avec une mallette, et en gros, cette mallette, attends, c'est quoi déjà? Elle a explosé, et la petite fille, elle a explosé. Mais attends, mais je sais plus, mais pourquoi il aurait amené une mallette dans un bar? Ouais, bah pour protester contre, bon, c'est un peu bête de faire ça, mais en tout cas, ça m'a marqué. Du coup, c'est pour moi, cette explosion est liée à la prohibition. Et voilà, du coup, l'utopie, c'est tout le monde est clean et content, et la réalité, c'est de plus de contrebande, des crimes, genre la petite fille, voilà. Et une corruption comme jamais, et en mode c'est normal pour un policier de travailler avec les trafiquants d'alcool, quoi. C'est juste, bah, pourquoi tu ne travailles pas avec eux, je comprends pas. Donc voilà, ça a juste fait une économie underground inutile. Et, euh, et bien sûr, ce qui a arrêté les frais de cette prohibition, c'est les problèmes économiques avec la Grande Dépression de 1929, parce qu'ils se sont dit oh là là, mais on a besoin de l'argent de la taxe sur l'alcool, et hop, on remet au plus vite en place. Sachant que, de base, la prohibition, c'était un amendement. Donc ils ont modifié la constitution pour faire ça, et après ils ont remodifié pour dire: «En fait, c'est bon». Je trouve ça fou. Et l'idée, elle est venue des Russes qui avaient fait quelque chose de similaire dans la Première Guerre mondiale. Parce que quand même si j'ai dit dans l'histoire de l'alcool que, c'était vachement, répandu et tout, l'idée que, c'était mauvais pour la santé commençait à arriver avec la révolution industrielle dans les années 1850, et il y avait des temperance groups, hem, qui pensaient que c'était genre, la racine des problèmes de la société, donc bon, c'est un petit peu extrême parce que ça ancré, mais je pense pas que ce soit la racine du problème, je pense juste que ça les ravive, quoi. Et bah, ça a un peu créé ces trucs de: «Bon allez, on bannit à fond, 0 alcool et tout», et c'était surtout des mouvements de femmes parce que, bah, à l'époque, c'est beaucoup plus les hommes qui buvaient et du coup qui avaient des comportements abusifs et cetera. Mais bon, bah, ils ont oublié la réalité. Et c'est fou de se dire que, enfin, les trafics de drogue, d'autres drogues, qui sont interdites, pas comme l'alcool, bah, génèrent beaucoup de problèmes pareils. Mais là, j'ai l'impression que l'alcool, enfin, si l'alcool était interdit, les trafics comme ça et la pagaille, ça serait la guerre civile, quoi. Et c'est ancré comme jamais, quoi. Tu peux pas, enfin, c'est presque impossible d'enlever des mœurs et d'enlever de la tête des gens, que l'alcool, c'est pas juste quelque chose de positif, et dire que c'est une drogue, quoi. Mais bon. Et du coup, j'en viens un peu aux pressions sociales et culturelles. Bon, finalement, peut-être qu'il sera pas si long que ça, ce podcast, hein. Parce que je me dis, là, on a vu tous les méfaits. Bon, j'ai quand même essayé de rester objective, mais bon, c'est dur quand c'est genre une drogue. D'ailleurs, attendez, je sais pas, je vais vous dire tout de suite maintenant, je vais vous faire une petite analyse du tableau
Alors, vous l'aurez aussi dans les sources, ce tableau sort du rapport 2019 de la Commission globale des politiques en matière de drogue. Et en gros, non mais ce tableau c'est trop une dinguerie. Selon les critères de mortalité, donc risque de surdose mortelle, vie raccourcie par d'autres facteurs que la surdose, dommages, méfaits de santé, euh, genre comme la cirrhose due à la consommation d'alcool et l'exposition au virus transmis par le sang, dépendance, altération des fonctions mentales, perte matérielle, perte de relations, donc ça, les méfaits pour les consommateurs, et quand même pour finir, je pense que les œnologues et aussi, enfin, toute personne qui consomme régulièrement de l'alcool sait tout ça, enfin, pas forcément dans les précisions, etc., mais sait que c'est mauvais pour la santé, que c'est, enfin, qu'il y a vraiment plus d'effets néfastes que positifs. Mais comme tout, en fait, faut, ch- on choisit la facilité, quoi. Parce que entre ne plus boire et, en fait, on ferme les yeux sur tous les méfaits que ça apporte pour pas se priver d'une petite joie quotidienne. Enfin, c'est pas une joie quotidienne, mais ou alors, pour les gens, de manière normale, déjà, c'est plus facile. Enfin, c'est la facilité parce que bah, socialement, c'est plus accepté de boire que de ne pas boire. Du coup, bah voilà, on oublie un peu les morts que ça peut engendrer. Et pour le zoonologue, parce que bah, c'est une passion qui clairement. Enfin, une passion pour une autre drogue. Et clairement, si on enlève toute la glamorisation autour, ça reste plus que. Enfin, c'est. La glamour. Bon, après, je sais aussi qu'il y a un certain goût, etc., et que ça peut être très appréciable de boire bah, un verre d'une certaine boisson et qu'il y a certainement des choses, des, des saveurs très différentes, etc. Mais bon, ça reste quand même sur la base de une boisson qui cause main et main problème, tue par facilité. Les méfaits pour les autres, délits et préjudices, dommages pour l'environnement et internationaux, problèmes familiaux, community and economic cost, donc ça, ramené à la consommation par personne, l'alcool est la pire drogue. Genre surtout parce que après c'est ramené à la consommation par personne, mais il faut prendre en compte le fait que c'est la pire drogue parce que quand même elle est facile d'accès. Mais même, c'est la pire drogue, elle a 72 points de méfaits. Et la deuxième, c'est l'héroïne avec 55. Donc vraiment pire de loin. Mais pourquoi? Parce que c'est pas forcément les méfaits pour le consommateur qui sont les plus. Les méfaits pour le consommateur, par exemple, l'héroïne, le crack, les méthamphétamines, c'est pire. Et l'alcool, c'est au même niveau que la cocaïne. Non, pardon, au même niveau que le tabac. La cocaïne, il y a un peu moins de méfaits pour le consommateur. Mais ça, c'est trop des dingueries, hein. Dans ma tête, jamais je me dis que la cocaïne, ça a moins d'effets néfastes, alors que si. Et c'est pas, ouais, l'alcool, il y a plus de dommages. C'est que l'alcool, il y a 1, 2, 3, 4, 5 points pour mortel, et la cocaïne, il y en a 3. Après, je pense que c'est lié à la société et au fait, encore une fois, de l'accessibilité et de la meilleure prise en charge, de la prise en compte de la dangerosité, etc. Parce que comme l'alcool c'est légal, on peut plus facilement avouer qu'on est bah, malade d'alcool plutôt que de dire oui, on consomme de la cocaïne et risquer des trucs vu que c'est illégal. Enfin, et toutes les autres drogues illégales, quoi. Et par contre, au niveau des méfaits pour les autres, donc je rappelle, délits et préjudices, dommages, gna 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 gna, problèmes familiaux, et surtout le coût pour la communauté et l'économie, c'est énorme par rapport aux autres drogues, quoi. Et je trouve ça dingue parce que j'ai l'impression que dans ma vie, j'ai beaucoup plus été sensibilisée à la dinguerie des effets que c'était les drogues dures. Parce qu'en fait, comment dire, c'est visible direct, c'est pas insidieux comme l'alcool.
Et là, je pourrais pas citer un film où les effets de l'alcool... En fait, les effets de l'alcool néfastes, c'est toujours montré comme quelqu'un qui est en dépression, j'ai l'impression. Alors que là, bah, c'est clairement le pire, quoi. Et donc, sachant ça, nous allons commencer sur les pressions sociales et culturelles. Donc, parce que malgré tous les méfaits que ça a, dans la plupart des situations sociales, c'est entre guillemets mal vu de ne pas consommer. Imaginez une situation où on prend de la cocaïne parce que c'est un peu le même level d'effet néfaste, même si c'est peut-être pas sur la même. Je pense en fait que les drogues dures ça va juste plus vite. Voilà. Bref. Imaginez, genre, t'arrives à l'âge adulte, t'es tout mimi, et là, il y a quelqu'un qui te dit bah maintenant tu peux prendre de la cocaïne, là, et toi tu dis ah non, bah je sais pas, oh là là, mais t'es rabat-joie, franchement, prendre la coke, ça y est, tout le monde en prend, c'est la fête et tout, prends de la cocaïne. Bon, d'accord, pour goûter, allez, un peu de cocaïne. Non, bah là j'abuse, mais quand même, genre, comment, alors que l'alcool est une drogue, ça peut être aussi bien vu de boire et allez, je vais pas dire que c'est mal vu de pas consommer parce qu'en vrai c'est faux. Mais c'est pas très fun quoi, c'est un peu bon, un peu bizarre quoi. Je comprends pas, t'es adulte, pourquoi tu bois pas? Genre ça c'est trop une dinguerie. T'es enfant, c'est interdit de boire, mais quand tu 18 ans, alors ce jour change et on te regarde en mode bah bizarre alors maintenant que t'as le droit, pourquoi tu le fais pas? C'est enfin je sais pas si on pourrait comparer avec quelque chose de maintenant t'as le droit. Oui, enfin les jeux d'argent, c'est interdit avant 18 ans, mais personne te dit bah t'as le droit maintenant les jeux d'argent, je comprends pas pourquoi tu vas pas faire des jeux d'argent. Bah écoutez les gars, peut-être que je veux garder mes sous. Et avec l'alcool, c'est peut-être que je veux garder ma santé. Et surtout que interdire totalement, on sait que c'est pas la bonne solution. Enfin, tout le monde veut ce qui est interdit. Genre, Eve, moi, j'ai mangé le fruit défendu. Pourquoi? Parce que c'était défendu. Bah là, c'est pareil. Genre, les, les jeunes, forcément, les les plus effrontés, ils vont pas attendre 18 ans et on sait qu'ils vont faire des excès avant, en soirée ou quoi, parce que, en fait, l'interdiction, plus que n'importe, bon, peut-être pas plus que n'importe quelle autre interdiction, mais elle est vraiment dure à comprendre parce que à 18 ans, c'est quelque chose, enfin, l'alcool est vu de positif et on se dit, mais, enfin, dans la tête des jeunes, c'est pourquoi on m'interdit quelque chose d'aussi positif et que les adultes adorent. Heu et d'un coup et après, d'un coup, c'est hyper, enfin, c'est c'est pas valorisé, mais un petit peu, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas comme c'est pas très bien vu de pas boire, en société, pas, du moment qu'on a la permission, forcément, tant qu'on l'a pas, on se dit: «Mais en fait, c'est juste pour sép pour nous séparer du monde adulte et pour nous mettre de côté». Alors que non, de base, c'est parce que, bah, l'alcool, c'est une drogue et que au moins les enfants, faudrait pas qu'ils en touchent. Mais sauf que c'est complètement enfin, au lieu de dire: «Ah, c'est interdit», vaut mieux dire: «Bah, tu peux» enfin, je pousse pas à la consommation d'alcool des mineurs, mais vaut mieux éduquer dans la modération, dire: «Bah, tu peux goûter tel truc» et cetera et vraiment avertir de tous les méfaits pour que avant 18 ans, cachés et à partir de 18 ans, les personnes ne soient pas juste des gros alcoolos, directement, quoi. Enfin franchement, interdire, puis après le fait que c'est banalisé, ça me passe au-dessus de la tête vraiment, oh là là. Et j'ai aussi l'impression, alors je vais peut-être un peu faire le tour des situations sociales qui me saoulent. C'est déjà que quand t'es jeune, alors ça m'est pas trop arrivé ça, mais souvent dans les écoles de commerce ou dans les soirées ou quoi, ou quand tu rentres en boîte ou quoi, tu as en cadeau une consommation offerte. Ou alors quand tu prends ta place, c'est oui, venez, il y a 3 consommations offertes. Et en vrai, bah, je comprends le marketing et voilà, genre ramener plus de gens à la soirée, etc. Mais, mais du coup, quand t'achètes, enfin, tu peux pas acheter une place, enfin, bien souvent, tu peux pas acheter une place sans avoir consommation offerte. Alors, soit tu le donnes à un ami et tu te dis, bon, c'est pas moi qui serais malade, c'est lui, soit tu l'utilises juste pas parce que bon, voilà. Mais
mais bien souvent, tu te dis: «Bon, bah, je vais pas gâcher, quoi, j'ai une consommation offerte, donc autant la prendre». Ça m'est déjà arrivé, moi, une fois en boîte, on me donnait une consommation offerte, et je me suis dit: «Oh là là, qu'est-ce que ça me saoule une consommation offerte», et puis genre 2 heures plus tard, je me suis dit: «Bon, elle est là, dans ma main, allez». Et c'est nul, quoi, genre c'est si facile, en fait, c'est si facile d'accès que ça, et alors que c'est si mauvais que c'est dur de résister à la tentation, quoi. C'est comme de pas avoir des gâteaux chez soi pour pas résister à la tentation de manger des gâteaux. Bah là, c'est pareil. Faut pouvoir résister à la tentation de pas prendre cet alcool si facile, quoi. Mais même là, c'est encore pire. C'est comme si on te disait: «Tiens, t'as un cookie gratuit. Ah mince, j'essaye d'arrêter le sucre. Ah ouais, mais il est gratuit. Bon, allez, je prends un petit cookie». Enfin, bon, bref, moi, oh là, c'est le podcast des comparaisons ou quoi? Et donc, il y a ce problème-là qui est, bon, hyper précis. Mais il y a aussi le problème des bars, c'est que quand t'es jeune, généralement, tu as un petit appartement. Mais tu es étudiant, donc tu as des amis qui ne rentrent pas forcément tous dans l'appartement, ou qui habitent à divers endroits de la France ou de la ville. Et du coup, quel est l'endroit le soir où on peut se retrouver et rigoler? Les bars! Mais dans les bars, eh bah, t'es mal vu et t'es forcé à la consommation d'alcool. Enfin, le nombre de fois où j'ai eu des regards éloquents de serveurs ou des barman en mode trop bizarre cette meuf, elle prend pas d'alcool, ou même au restaurant ou quoi. J'ai d'ailleurs une anecdote sur ça. C'était le soir de la Saint-Valentin. Mon copain, il avait réservé un spa, je sais pas quoi et tout, trop bien. Et sur les tickets, il y avait marqué une consommation offerte, une coupe de champagne ou une boisson non alcoolisée. Et je m'étais fait la réflexion, je m'étais dit, ah bah c'est trop cool pour une fois qui, voilà, ça va à l'encontre du coup de mes arguments. Je me dis, bah c'est un endroit qui est en ce sens et qui propose, même si c'est bah, clairement que pour des adultes, qui propose une boisson non alcoolisée et tout. Mais sauf que le jour J, on arrive comme des fleurs et donc ils nous installent et tout avant notre privatisation. Et ils nous disent, on vous ramène 2 coupes de champagne. Je dis, ah non, ce serait possible d'avoir une boisson non alcoolisée. Et là, ils me regardent, mais vraiment en mode, mais qui c'est celle-là? Mais pas méchamment, mais vraiment comme si j'étais un fantôme qui sortait de la pièce. Et je dis, bah oui, enfin c'était précisé sur les tickets, enfin, est-ce que vous avez je lui dis, je sais pas, un jus d'abricot ou quoi, parce que bon, je demande toujours un jus d'abricot, référence au film, là, La Délicatesse, au livre, pardon, La Délicatesse. Et il me regarde, il dit: «Oh là là, bah, je sais pas, on va voir ce qu'on peut faire et tout». J'étais là: «Mais enfin, c'est fou quoi, vous mettez sur votre truc, oui, vous pouvez prendre un truc sans alcool et vous pouvez même pas faire un jus d'abricot». J'étais chauve. Au final, ils m'ont ramené un jus de fruits rouges. Bon, c'était excellent, mais je veux dire, j'ai dû forcer pour l'avoir quoi, genre, on me laissait pas le choix au départ, et donc voilà, personne ne va en mon sens finalement. Non, mais j'imagine bien qu'il y a des endroits qui sont de moins en moins comme ça, mais il y a encore de la marge. Et en vrai, ça va que je suis, bah, moi j'ai tendance à être très peu, affectée par, ce que pensent les autres de moi. Mais pour quelqu'un qui enfin, je veux dire, c'est pas le cas de tout le monde, et même moi, je suis quand même affectée, et c'est dur, quoi, dans des situations comme ça, de dire, «Bah non, je veux un jus d'abricot». Enfin, tu fais tout de suite, «Ah bah, c'est l'enfant de 4 ans, quoi», parce que, bah oui, quand t'es enfant, c'est interdit de boire, du coup, tu bois pas, mais après, quand t'es adulte, bah, pourquoi tu bois pas? Tu bizarre. Et dans les bars, tu ne peux pas sortir sans ce truc de, et puis même moi, à chaque fois, je veux boire un thé et ils en servent pas parce que c'est la fin, il y a une heure où après il y a que de l'alcool, et vraiment c'est insupportable. Enfin, les cartes, il y a que de l'alcool partout, et en vrai, bon, le bar, c'est fait pourquoi? Pour boire, mais je veux dire, si on commence pas à changer les choses en mode, si on peut pas aller au bar le soir et rigoler entre amis en buvant du thé, bon, après, le thé, ça excite, mais une tisane! Laissez-moi boire une tisane, c'est fou ça! Et non, t'es obligé de consommer de l'alcool parce que bah, c'est dans les mœurs, c'est les étudiants, c'est fun, ça boit, voilà. Et je veux dire, pour sortir avec tes amis, la journée tu travailles ou t'es à l'école et tout, enfin, c'est que le soir, quoi. Et après, t'as pas forcément de café ouvert, parce qu'on peut me dire, ouais, tu peux aller dans un café, gna gna, mais non, genre, pas tout le temps, quoi. Bref, je suis très énervée par ça. Et après, c'est une pression un peu moins directe, pas une pression sur bois de l'alcool, etc.
mais une pression sur, quand t'es en soirée ou quoi, si t'es bon, si tu un cercle d'amis, en confiance et tout, bon là, tu peux être toi-même, mais souvent, quand c'est des personnes que tu connais pas trop ou quoi, pour être, socialement accepté, c'est mieux de pas être trop timide. C'est mieux d'être, un peu à l'aise et d'être friendly avec les personnes autour et cetera. C'est un peu cette pression d'être fun quoi dans la soirée pour se faire accepter. Mais du coup, je me dis: «Bon, bah, les personnes qui sont pas timides, qui sont timides, elles sont obligées de se désinhiber par l'alcool». Enfin, c'est un peu bizarre et pourtant, enfin, c'est cliché ce que je dis et ça devrait pas être, mais c'est moi, je le vois dans les soirées que j'ai fait que les gens timides de base, bah, ils sont bien intégrés et tout parce que, bah, ils ont été désinhibés et je me dis: «Mais c'est pas normal d'avoir cette, bah, après ça se faudrait refaire toute la société, c'est pas forcément le problème de l'alcool, mais ça devrait enfin, en fait, c'est dommage que ce soit, en fait, comme c'est une solution de facilité, l'alcool, ça suffit et les personnes ne vont pas plus loin pour sortir de leur malaise, quoi. Et puis même, je dis les timides, mais il y a pas que les timides qui sont mal à l'aise en soirée, hein. D'ailleurs, quand même un effet, positif de l'alcool, quand on parce que bon, on boit pour se désinhiber et tout, mais aussi c'est un anesthésiant. Parce qu'une fois, je me suis cassé l'orteil et sauf que j'ai rien senti parce que bon, après le lendemain, j'ai senti, mais j'ai rien senti sur le coup et même en médecine et tout, enfin, c'est utilisé quoi, vu que ça anesthésie. Puis même pour les par exemple, si t'as la gangrène et qu'on te veut couper un doigt et tout, ça désinfecte. Donc voilà, petite parenthèse. Mais par contre, je trouve qu'il y a un truc qui est dur, c'est que on sait un peu bon les méfaits que ça a et que l'alcoolisme c'est insidieux et tout par rapport genre à l'héroïne. Là, c'est quand même plus facile de reconnaître un accro à la héroïne qu'un alcoolique. Quoique, il y a des gens qui arrivent bien à le cacher. Enfin, bon, c'est pas que j'ai vu, mais j'ai témoigné enfin, j'ai pas témoigné moi, hein, mais j'ai vu dans des films, quoi. Bon, après, je sais pas le pourcentage de réalité que c'était, mais bref. Mais je trouve ça dur, euh, pour moi, par exemple, de voir, enfin, ouais, de voir qui aurait un problème autour de moi. Et c'est dur à la fois, bah, pour moi de voir, parce que en gros, c'est juste quelqu'un qui contrôle très bien sa consommation et qui est très heureux comme ça. Et c'est dur aussi parce que, bah, tu peux pas aller voir quelqu'un et dire, «Oui, tu es addict, à une drogue, fais-toi aider», quoi. Parce que, enfin, l'avouer, enfin, faut être courageux, quoi, pour avouer ça. Mais après, comme l'alcool aide souvent à, aussi aborder des sujets délicats ou quoi, enfin, par exemple dans Harry Potter, enfin clairement, Harry il fait boire le professeur Slughorn pour lui faire, donner le souvenir de Voldemort. Du coup les gens peuvent boire pour avouer qu'ils sont alcooliques, ils disent: «Oh là là». Du coup c'était un cercle vicieux parce qu'ils sont obligés de boire pour avouer qu'ils boivent. Alors si je connais, ma grand-mère qui est alcoolique, ça, c'est y a pas de doute, mais elle le sait et elle est contente, donc bon, écoute, tant pis pour elle. Non, la pauvre, en plus, je l'aime, hein, mais je ne peux pas la faire changer. Mais ouais, quand on voit pas les personnes au quotidien, je parle de mes amis ou quoi, ou la famille et bah, c'est délicat, quoi et puis de confronter et de on peut se dire oui, bon, si on a un doute sur savoir si c'est l'alcoolisme ou une pression sociale, mais en vrai, on peut s'en défaire. Ou alors juste, ah, j'aime l'alcool, mais je peux m'en défaire. Bah, ça peut être facile de se dire, ah, faut regarder honnêtement sa consommation et se déculpabiliser en disant que c'est une maladie et que le système de récompense est tout déréglé et que ça se soigne et tout. Et du coup, pour continuer un petit peu sur, mon énervement, du lien entre la consommation de l'alcool et ce qu'est le passage à l'âge adulte, c'est dans les mœurs familiales de me dire que je dans plein de familles, toute notre vie au repas, on voit l'alcool à table, on sait que nous, c'est interdit et en fait, ça permet quand on arrive à l'âge adulte, d'être adulte, j'ai l'impression.
Parce que quoi de plus adulte, en fait, que d'apprécier le vin? Quand t'apprécies le vin, ah bah là, tu passes un cap, quoi. T'es plus en mode de ah, soirée, je bois du vin pour les effets. T'es en mode oh, je reconnais et tout, c'est tel vin, telle année. Et ça peut être une passion, mais j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est pas une passion et c'est juste ce truc de bah regardez comme je suis adulte, je bois de l'alcool. Et bon, après, peut-être que j'ai tort, mais que j'accuse et tout, mais je me dis quand même, quoi, ça crève les yeux. Et, et c'est nul. Et parce que, et je dis ça aussi parce que, bah, moi, je, parfois, je me sens comme une enfant. Et genre, et ma mère qui boit pas aussi, c'est un peu, il y a ce rapport de l'enfant qui est lié au fait de ne pas consommer d'alcool. Et je me dis, mais à quel moment un peu, genre, bon, là, je raconte une anecdote, mais une fois, j'étais dans un repas et il y avait un côté des personnes qui buvaient pas à table. Et c'était, bah, un peu le côté des enfants, quoi. Et je me suis dit, mais en vrai, bon, bah, c'est logique parce que bon, les enfants ne voient pas du tout. Mais je me dis, mais c'est fou d'avoir ce clivage parce que, putain, on est juste. Enfin, moi, en tout cas, enfin, je bois jamais, principalement parce que bah, j'ai pas envie de devenir bête et que j'ai pas envie enfin, j'aime pas l'alcool, donc c'est facile, mais j'ai pas envie d'avoir d'augmenter mes chances de maladie. Et, et pourtant, je suis incitée constamment à boire pour un peu le passage à cet âge adulte, la symbolique de euh, tu peux boire du champagne et tout, alors que genre c'est pas pour être rabat-joie et tout, c'est vraiment parce que je ne veux pas me droguer, genre laissez-moi être saine, un esprit sain dans un corps sain. Parce que vraiment, je critique pas du tout. Après, faut pas se mettre en, je critique pas du tout les personnes qui boivent parce que j'arrive à comprendre le plaisir qu'on peut avoir à goûter une bonne boisson. Enfin, je veux dire, par exemple, moi, j'adore les matcha latte et les chai latte. Et ce serait très très dur pour moi d'arrêter d'en boire, quoi. Parce que, bah, bon, après, j'en bois pas non plus tous les jours, hein, mais j'en bois plusieurs fois par mois et tout, et j'en fais maison, etc. Et donc je comprends que une fois passé le mauvais goût de l'alcool accepté, c'est très dur d'arrêter si t'aimes la boisson et que tu sais que t'es raisonnable, quoi. Donc vraiment, et puis je demande à personne d'arrêter aussi. Mais, mais ce que j'aime pas, c'est le, la symbolique que ça a. Genre, si c'était que pour le goût et tu bois une boisson comme une autre et tu laisses tout le monde tranquille, voilà. Mais la symbolique que ça a dans les sociétés, lié à un événement, tu vas au bar voir un match de rugby, tu prends ta bière, tu vas au restaurant, t'as un petit verre de vin rouge avec le fromage, un petit verre de vin blanc à l'entrée, tu sors avec tes amis de fac dans un petit bar, un petit cocktail. En fait, il y a tellement des différents types d'alcool liés à toutes les activités et à chaque fois, ça peut tellement. Bon, en vrai, moi, avec mes amis, ça pose jamais de problème. Mais je pense que pour beaucoup, ça peut être un peu en fait, c'est un facteur différenciant de pas boire de l'alcool. Et, et pour beaucoup, bah, on a envie d'être plus ou moins de pas faire de vagues, d'être dans le moule et du coup, bah, se différencier par rapport à ça, c'est un effort. C'est clairement un effort et moi je sais que par exemple si ma mère n'avait pas bu si ma mère buvait, bah je l'aurais peut-être en fait c'est qu'on a même pas l'idée de se dire ah je ne bois pas enfin si en vrai j'exagère on a l'idée mais je veux dire si ma mère elle boit vraiment jamais jamais et du coup moi je me suis dit bah en vrai ouais genre c'est pas parce que je suis adulte que je dois me forcer à boire pour faire plaisir quoi je peux ne jamais boire et du coup je ne bois jamais jamais et si j'avais pas eu cet exemple ça aurait été beaucoup plus dur pour moi de le faire alors que je me dis mais à quel moment j'ai besoin d'un exemple quoi ça devrait être la norme de ne jamais boire et être accepté, je demande vraiment pas l'interdiction de l'alcool ou quoi, mais genre, et être accepté de boire parce qu'on aime ça, quoi. Mais ça devrait pas être la norme de quand tu deviens adulte, tu bois tout le temps. Vraiment, je trouve que le fait d'être trop à cheval sur ça, trop dans la tradition et tout, genre, t'as un verre à. Enfin, je veux dire, il y a des verres à vin, des verres à bière, si tu mets de l'eau dans ton verre à vin, scandale! Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que c'est juste des gens qui sont bloqués par les mœurs et coutumes et
et du coup, ce blocage, ce lien de la consommation dans certains moments et tout, enfin, en fait, ça empêche les gens de vivre, quoi. Enfin, je veux dire, mais là, j'ai pas forcément d'exemple en tête pour comparer ou quoi, mais à quel moment, en fait, on est à ce point enchaîné dans des schémas qui se répètent de génération en génération. Enfin, je veux dire, ça fait plaisir à qui? On est juste habitué, quoi. Et, euh, et du coup, genre, quand j'ai ce rapport au vin, bah, je me sens un peu infantilisée. Enfin, pas forcément au vin, mais genre n'importe quel alcool. Et, enfin, je trouve ça terrible d'avoir cette sensation d'infantilisation alors que bah, je suis adulte, quoi. Juste, je ne me drogue pas. Voilà, il faut se droguer pour être adulte, donc pardon, je savais pas, j'étais... Oh là là, l'ironie dans ce podcast, c'est terrible. Et oui, et aussi un autre truc sur l'œnologie, parce que bon, ça peut faire adulte, etc. Mais aussi, ça fait un peu classe, pas classe, mais c'est glamorisé, quoi. On va passer sur une petite partie juste sur la glamorisation de l'alcool. Enfin, je veux dire, quand t'es calé en vin, bah, t'es un peu d'une classe sociale qui se distingue, quoi, parce que c'est pas à la portée de tous d'accéder au bon vin, de pouvoir tout goûter, etc. Mais du coup, je me dis, enfin, c'est fou de glamouriser à ce point la culture du vin et tout. Et parce qu'en même temps, bah, c'est glamourisable, quoi. Enfin, c'est hyper. Quand on s'imagine le vin, on voit des châteaux, des trucs un peu guindés, tout ça, et ça donne envie, quoi, de. Bon, pas à tout le monde, hein, ça voilà. Mais. Et du coup, je me dis, mais dans ce monde d'œnologues, quelle est la part de personnes qui sont vraiment juste là pour la passion du métier et la part de personnes qui sont en fait addictes? Bah, je pense en vrai, c'est parce que bon, quand tu recraches, hein, quand t'es œnologue, tu bois pas tous les vins que tu goûtes, mais bon, quand même, t'en bois, quoi, genre, t'es un petit peu, bref, tu dois avoir les dents toutes noires. Œnologue, c'est en fait glamour, mais les gens ont les dents noires. La glamourisation a une limite. Et, mais du coup, voilà, dans ce truc aussi de glamorisation de l'alcool, il y a l'image de la femme fatale ou femme indépendante qui avec son verre de vin en terrasse ou quoi, son verre de vin à la main. Et c'est vrai que moi, plus jeune, quand je m'imaginais adulte, bon, je m'imaginais pas forcément avec un verre de vin, mais c'était pas incompatible, quoi. Enfin, je me disais, bah, à table, bah, bien sûr que je vais boire du vin. Enfin, c'est la suite logique, les adultes boivent du vin et les enfants non, quoi. Et du coup, je voyais un peu ce truc de, bah, ou alors t'as ta coupe de champagne et t'es toute jolie et tout. Et en fait, je me suis fait moi-même attraper par cette image positive donnée au vin comme embellisseur d'une soirée, embellisseur de l'ambiance, mais aussi embellisseur de l'esthétique. Mais du coup, bon, voilà, je serais esthétique avec un chai latte ou un verre d'eau, parce que en vrai, les boissons sucrées au repas, c'est pas forcément ce qui se marie le mieux avec la nourriture. C'est ça aussi, le vin, apparemment, ça se marie avec la nourriture, mais moi, bah écoutez, j'aurais une expérience en moins gustative dans ma vie, mais avec tout ce qu'il y a, je ne perds pas grand-chose, je pense. Bon, peut-être un petit peu beaucoup. Les œnologues vont me taper, mais tant pis. Donc tout ça pour dire que c'est une image construite et qu'on peut très bien être à l'aise et être distingué socialement sans alcool. Et et en fait, comme on ne doit pas juger ceux qui boivent, on ne doit pas juger ceux qui ne boivent pas. Et vraiment, l'alcool est remplaçable parce que donc il y a ce truc de glamorisation. Donc ça, c'est remplaçable parce qu'on peut être distingué sans, mais il y a aussi ce truc d'euphorie, etc. Parce que quand on fait vraiment une activité ou quand on est vraiment avec les personnes qui nous apportent bah, je sais pas si c'est la dopamine ou quoi, je pense. Enfin bref, dans notre cerveau qui nous rend euphorique, on est vraiment, enfin, ça peut vraiment dépasser les effets de l'alcool. Je sais que j'ai des amis qui jouent au jeu de rôle et je leur ai dit, mais est-ce que vous êtes plus dans l'euphorie
quand vous jouez plutôt que quand vous buvez et bah, chacun avait déjà fait les 2 et pouvait comparer et c'était mais 100 quand on joue, quoi et ça m'étonne pas parce que je pense qu'on a tous connu des moments, de fou rire ou quoi, qui s enfin, l'euphorie, elle est beaucoup plus qualitative que celle qu'on peut obtenir avec l'alcool. J'ai marqué dans mes notes: «Penser qu'avoir un trench, des lunettes de soleil avec des escarpins, ça fait de moi une fan fatale. Ça a jamais tué personne, mais» donc tout ça pour dire que, c'est une image construite et qu'on peut très bien être à l'aise et être, distingué, socialement sans alcool et et en fait, comme on ne doit pas juger ceux qui boivent, on ne doit pas juger ceux qui ne boivent pas et vraiment l'alcool est remplaçable parce que donc il y a ce truc de glamorisation, donc ça, c'est remplaçable parce qu'on peut être distingué sans, mais il y a aussi ce truc d'euphorie et cetera parce que quand on fait vraiment une activité ou quand on est vraiment avec les personnes qui nous apportent, bah, les que je sais pas si c'est de la dopamine ou quoi, je pense. Enfin bref, dans notre cerveau qui nous rend euphorique, on est vraiment enfin, ça peut vraiment dépasser les effets de l'alcool. Je sais que j'ai des amis qui jouent aux jeux de rôle et je leur ai demandé, je leur ai dit: «Mais est-ce que vous êtes plus dans l'euphorie, quand vous jouez plutôt que quand vous buvez?» et bah, chacun avait déjà fait les 2 et pouvait comparer et c'était mais 100 quand on joue, quoi et ça m'étonne pas parce que je pense qu'on a tous connu des moments, de fou rire ou quoi, qui s enfin, l'euphorie, elle est beaucoup plus qualitative que celle qu'on peut obtenir avec l'alcool. Et rajouter le verre de vin en terrasse parisienne, si. Oh là là, je suis poète ou quoi? Mais c'est vraiment ce que je disais. Voilà, j'aurais pu dire juste cette phrase et arrêter le podcast. Et d'ailleurs, il y a aussi un changement des mœurs parce que ça, le truc de femme fatale avec de l'alcool, ça c'est assez récent, j'ai l'impression. Et il y a une différence vraiment femme-homme avec l'alcool. Parce que déjà ces dernières années, il y a une augmentation de l'alcool consommé par les femmes. Et je pense du coup que c'est lié à la libération des mœurs, par exemple. Enfin, qui a moins besoin d'être prude qu'avant. Enfin, parce qu'avant c'était un peu en mode ouais, l'homme, c'est lui qui doit boire. Enfin, c'est hyper cliché de dire ça, mais c'était dans les têtes quoi. Et là, bah, vu qu'il y a vraiment une marche vers l'égalité homme-femme, l'équité homme-femme qui s'enclenche. Voilà, donc on sera égaux devant la drogue. Et ben, même s'il y a encore des gens qui se disent gna gna, les femmes qui boivent dégueu et les hommes ça va, bah il y a quand même un changement de vision et bah, les femmes enfin, sont aussi sujettes à ça que les hommes et donc c'est dommage quoi parce que putain, ne vous droguez pas les filles, on avait une bonne espérance de vie là. Mais du coup, voilà mais il y a encore, je pense, quelque chose de cet ordre-là parce que c'est plus j'ai l'impression que je sais pas, que c'est plus honteux pour une femme, d'avouer, l'alcoolisme et heu et que c'est quand même moins bien vu de beaucoup boire et d'être dans des états, d'alcoolisme ou quoi. Mais quand même, je pense que du coup, lié à ces effets d'inégalité homme-femme d'avant, bah, c'est plus facile pour les femmes de ne pas boire du tout dans les différentes situations sociales. Enfin, elle peut dire ah, je suis enceinte, alors qu'elle l'est pas. Et ça marche. Non, mais pas que ça, mais enfin, je veux dire, c'est plus accepté qu'un homme qui dit ah, je bois pas. T'es là, bah, non seulement t'es pas adulte, mais t'es pas très viril, quoi. Et voilà, parce que finalement, la société est tout de même machiste, mais un peu, mais beaucoup, oh là là. C'est comme avec le podcast avec Asnal, faudrait juste que je fasse un truc sur non, mais si je faisais un podcast sur les inégalités hommes-femmes, faudrait faire... Bah oui, faudrait justement faire un podcast et pas qu'un seul épisode. Mais bon, je suis peut-être pas la meilleure... Enfin, je suis pas sociologue, quoi, donc je les constate, mais je peux pas assurer que je dise des choses... Je dis des choses qui me semblent justes, mais je peux pas assurer que ce soit la vérité. J'ai pas fait des sondages. Je ne suis pas à l'INSEE. Donc voilà, pour parler un petit peu de la glamorisation.
et des pressions et tout. Et du coup, je vais juste continuer sur les différentes situations où j'ai pu ressentir une pression sociale, parce que bon, j'en ai déjà évoqué pas mal. Mais en fait, là, en y repensant, du coup, c'est aberrant le nombre de fois, sans parler des trucs où j'ai choisi moi-même, mais le nombre de fois où je me suis retrouvée à boire pour faire plaisir aux autres. Que ce soit pour goûter, pour prendre un verre pour un événement, pour voilà, juste faire plaisir à la personne, pour essayer la chose, pour dire bon, je suis dans la soirée, bon allez, je bois parce que bah c'est fun et c'est la fête. Et en fait, j'ai jamais été forcée, genre on m'a jamais mis le verre dans la bouche, mis un entonnoir, oh là là, jamais. J'espère que personne n'a jamais vécu ça et que personne n'a jamais eu d'entonnoir dans la bouche pour boire de l'alcool, mais contre leur gré. Mais dans ces moments, en fait, j'ai toujours été faible, quoi, parce que, bah, être rabat-joie, c'est, comme je le disais tout à l'heure, faut le vouloir. Et en fait, je devrais pas avoir à être rabat-joie, quoi. Je suis juste, enfin, je veux juste prendre soin de ma santé, quoi. Je trouve ça vraiment sincèrement fou, là, quand je repense à mes souvenirs d'avoir été en plein milieu de cette culture et tout. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste le faire savoir aux gens et dire que vraiment, bah, moi, par principe de conserver ma santé, je ne bois pas. Et ce qui est entendable, quoi. Enfin, si la personne ne peut pas entendre ça, voilà. Et de dire que je sais que même si je bois une gorgée comme ça, bah, c'est un petit peu néfaste, quoi. Et comme ça m'apporte rien du tout, juste faire que l'autre personne en face dise ah, et soit pas saoulée de mon comportement, qui est de ne pas boire de l'alcool, je rappelle. Et bah, enfin, franchement, faut juste être plus fort. Et je me dis, plus je serai forte, plus ça va changer les mœurs autour de moi. Et s'il y a plusieurs personnes qui changent les mœurs autour d'eux, bah, ça va changer les mœurs au total, quoi. Et peut-être que dans les générations à venir, les personnes qui, en passant à l'âge adulte, ne veulent pas boire seront moins stigmatisées. Bon, je suis pas stigmatisée non plus, en vrai, hein, j'ai pas vécu des trucs de fou. Pas d'entonnoir dans la bouche, mais quand même. Oh là là, mais vraiment, si quelqu'un un jour me met un entonnoir, de me gaver comme les oies, oh, c'est terrible. Les pauvres oies. Donc voilà. Nombre de fois qu'on m'a dit, t'es déjà bourré, alors que j'avais 0 gramme dans le sang. Ça montre à quel point les gens attendent de boire pour être désinhibés. Parce que l'euphorie arrive souvent avec l'ambiance de la soirée. Et bon, après, moi, je suis une personne assez expansive et tout, donc je suis très vite désinhibée, même sans alcool, même avec un peu de chai latte. Oh, le chai latte. Attends, qu'est-ce qui me désinhibe aussi? Les amandes! Je sais pas pourquoi, mais l'autre jour, j'avais mangé les amandes et j'étais toute comme si j'étais bourrée, mais juste avec les bons effets. Mais je n'avais pas mangé, je pense que j'en ai mangé 10, mais je sais pas s'il y a de l'alcool dans les amandes, mais c'était fou. Ou alors c'était juste que j'étais de très, très bonne humeur cette journée-là. J'avais peut-être tourné un podcast juste avant qui m'avait mis de bonne humeur. Qui sait? Et voilà, et bon, c'est juste pour dire que voilà, parfois on me croit pas sur le fait que j'ai pas bu, alors que bah on devrait pas. C'est une pression sociale finalement d'attendre de l'alcool pour faire la fête. Enfin, une soirée sans alcool, c'est vraiment forcément une mauvaise soirée, alors qu'une soirée avec de l'alcool ou des amandes, oh là là, super soirée. Et vraiment, je me demande le pourcentage de la population qui boit pour se désinhiber et qui se boit pas pour le goût. Parce que je suis sûre que, enfin, si t'es au restaurant tout seul et que tu bois et que tu prends un verre de vin, c'est sûr que c'est pour le goût, là, y a pas de doute. Mais il y a parfois où t'es pas forcément à l'aise avec les personnes avec qui t'es et hop, un petit verre de vin, ça va aider à être mieux là. Ou alors prenez des amandes. Non, mais je le répéterai jamais assez. Les amandes, votre allié contre l'anxiété sociale. Non, je rigole, je sais pas. Ça se trouve, je vais manger des amandes et je serai pas du tout désinhibée. Moi, j'en ai pas des amandes. Mais ça coûte cher. Bah, comme l'alcool d'ailleurs, ça coûte cher, vous ferez des économies si jamais vous réduisez la consommation, si jamais vous buvez de l'alcool.
Et du coup, je suis plutôt fière de moi parce que j'ai quand même, en vrai, même s'il y a des moments où j'ai cédé à la pression sociale pour essayer et tout, voilà, j'ai quand même beaucoup résisté aux pressions amicales. En fait, c'est terrible parce que je sais que les personnes, elles veulent pas mon mal. Enfin, elles se disent pas, je vais l'amener à l'hôpital. Mais c'est juste dans les normes, quoi. C'est culturel. Et aller contre la culture, c'est pas bien vu. Et, et ouais, bon, mais vraiment, la plupart du temps, quand je cédais à la pression, bah je filais la fin de mon verre ou quoi, oh là là, j'ai amené quelqu'un d'autre à l'hôpital. Je sentais mes amendes, non, non. Vraiment le running gag des amendes, pardon, c'est l'humour, le comique de répétition. Mais enfin voilà, du coup, genre, on peut dire que quand on fume, l'argent part en fumée, et pour l'alcool, l'argent passe dans la chasse d'eau. Et du coup, je me rends pas compte, en fait, s'il y a vraiment des gens qui sont tellement ancrés, enfin, qui prennent pas de recul et qui méprisent un peu ou look down on, les personnes qui boivent pas, qui regardent de haut les personnes qui ne boivent pas. Je pense que c'est pas enfin, c'est pas frontal, quoi, mais que dans leur tête, ils se disent, ils se font une réflexion, quoi. Mais bon, il faut l'affronter et sortir ses amendes. Ah oui, et aussi les gens, ils ont un peu le FOMO, parce que il y a beaucoup de personnes, enfin moi vraiment je bois presque jamais, donc vous l'aurez compris, je pense à ce moment-là du podcast, et euh, et les gens, ils ont un peu la fear of missing out, parce que le nombre de personnes, parce que j'ai pas mal d'amis ou quoi un peu dispatchés, ou de connaissances ou de famille et tout, et j'ai eu beaucoup de situations où on m'a dit «Mais de toute manière, toi, tu bois avec telle personne et pas avec nous». Alors que je bois avec personne. Et du coup, j'étais un peu là en mode «Bah, les gars, c'est pas parce que. Enfin, je ne réserve pas, mais. Je me réserve pas mon alcool pour des gens plus que d'autres, comme si c'était un honneur que je boive avec la personne. C'est pas un honneur, c'est juste. Bah, avec toi, je ne me détruis pas la santé. Ça devrait être ça l'honneur, quoi. Bon, en vrai, c'est pas arrivé tant que ça deux fois, mais quand même, et je trouve ça vache en fait. Oh, c'est quoi cette expression? Je trouve ça, je trouve ça dur de dire ça à quelqu'un qui essaye d'aller à l'encontre des normes sociales, quoi. Mais bon, en même temps, chacun est dans ses propres réflexions et ne voit pas forcément les réflexions d'autrui. Donc, après avoir constaté les pressions sociales, je vais un peu évoquer ce qui peut être fait contre, en plus de bah rester à ses principes, et un peu bah, les défis que ça génère, et que faire dans la réalité actuelle des normes et de la banalisation de l'alcool. Alors, pour commencer sur cette partie de que faire dans ces situations, j'aimerais souligner l'importance de la libération de la parole. Parce que je m'aperçois là, en fait, bah, après ce long moment à parler de l'alcool, que bon, forcément, je ne suis jamais allée autant dans les détails avec quelqu'un, puis j'avais pas fait des recherches, et cetera. Mais je me dis que quand même faire un minimum, enfin se renseigner un minimum, et dire un minimum bah, ce que j'ai dit depuis les X dernières minutes, c'est le premier pas, le premier pas vers la compréhension, et on espère l'acceptation d'autrui, du choix de ne pas boire, et peut-être du coup que la compréhension après peut permettre bah, à chacun de plus réfléchir sur sa situation sans culpabiliser, quoi. Et je suis contente finalement de faire ce podcast parce que je me dis ça va me motiver à en faire part, etc. Et du coup à ce que ce soit plus simple et plus ancré dans les mœurs, plus simple de ne pas boire et plus ancré dans les mœurs. Donc voilà, parlez-en si jamais vous souhaitez arrêter, parce que aussi c'est difficile, je pense, pour les personnes qui. Imaginons que quelqu'un a un problème avec l'alcool et souhaite arrêter. Bon, les personnes vont être compréhensives et vont dire bon voilà, toi tu bois pas et tout.
mais il y a tellement des situations où en mode, «Ah oui, tu arrêtes, oui, non mais là c'est qu'un verre de champagne parce qu'on fête, tel événement». Bah, c'est chaud quoi, genre, je pense que les personnes qui ont besoin d'arrêter bon après peut-être que je dis de la merde et que en vrai, dans les cas extrêmes d'alcoolisme, c'est of course que les proches ils disent pas ça, mais je pense qu'il y a aussi une réflexion à se faire par rapport, à si un proche, on voit qu'il est un peu réticent ou quoi, à l'encourager à 100 dans le fait de ne pas boire parce que c'est souvent ça qui manque pour réussir à se défaire de ça parce que comme je disais précédemment, je le dis tout le temps, mais c'est dur d'aller contre le commun, contre le stream. Et si ça devient le stream, bah, les gens seront en meilleure santé et il y aura plus de place dans les hôpitaux. Faites de la place dans les hôpitaux. Le secteur hospitalier, il est en crise. C'est terrible de travailler là-bas. Moi, j'ai pas le courage. Bon, après, je suis pas du tout faite pour m'occuper des autres, mais si jamais j'avais cette passion-là, j'aurais pas le courage, quoi. Enfin, c'est terrible. Alors, libérez-les un peu en buvant moins. Je me suis fait un petit chocolat chaud. Et là, je me dis, vraiment, si je devais arrêter le chocolat chaud, eh ben, il faudrait que je me fasse aider. J'irai dans les chocolats chauds alcooliques et anonymes. Et je dirais, bonjour, je m'appelle Eve. Je bois du chocolat chaud depuis 4 mois maintenant. Alors, déjà, juste, on est considéré comme comme addict, pardon, donc alcoolique, si on ne peut pas passer, oh là, je suis fatiguée, plus de 2 jours par semaine sans boire un verre de vin. Donc, eh ben, libre à vous de regarder si vous êtes alcoolique ou pas. Bon là là, j'espère que mes auditeurs ne sont pas alcooliques. Non, en vrai, si vous êtes alcoolique, je vous aiderai, je vous le donnerai allez sur le site des addicts de France et pour savoir comment il faut faire pour être aidé. Bah déjà, parlez-en à vos proches et, et comme ça, ils vont vous soutenir pour sortir de cet enfer. Et trouver des alternatives, c'est se battre contre les normes et réussir à être à l'aise socialement autrement. Et du coup, c'est ne pas choisir la facilité et lutter contre les habitudes. Et quand je dis c'est la facilité, c'est dans plein d'exemples. Imaginons, tu cherches un cadeau pour ton beau-père, oh, une petite bouteille de vin. Et ben en vrai, ça fait plaisir, mais c'est tu drogues ton beau-père. Oh là là, c'est vraiment terrible. Mais enfin, je veux dire, la facilité, voilà, se retrouve partout. Et la facilité, c'est de garder ses points. En fait, ça répète ce que je dis, oui, ne pas faire de vagues, en fait. Mais du coup, il faut trouver des solutions pour être à l'aise socialement, pour faire des activités qui correspondent. Si jamais on est dans le cas de figure où l'alcool est vraiment juste un désinhibiteur, c'est ça le mot, voilà, et ben il faut faire du yoga ou je sais pas, mais trouver quelque chose trouver des activités qui correspondent vraiment, ne pas se laisser entraîner dans l'engrenage que peut être le social et les habitudes de sortie, les habitudes de repas, etc. Sortir du cadre, ouais, mais c'est encore dur, quoi. En fait, il y a pas d'alternative facile. Genre, faut juste penser autrement, sortir de ce cadre culturel et ne pas avoir peur de détonner. Mais en même temps, parfois, genre, on est juste fatigué, quoi, et t'as pas envie d'être vu comme un enfant, t'as pas envie de te battre tout le temps parce que, enfin, moi, j'ai pas forcément, c'est pas forcément difficile pour moi de pas boire d'alcool à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, j'ai personne qui me voit mal ou quoi. Mais je peux imaginer que dans des familles, c'est très compliqué, quoi, de dire non, finalement. Et je me dis, enfin, c'est fou de devoir se battre pour ne pas être drogué. Bah, on n'a pas l'impression. En fait, c'est hyper insidieux parce qu'on n'a pas l'impression que ce soit si réel, mais pourtant, il y a des cas de figure où les figures d'autorité, beaucoup de figures, et bah, sont très puissantes et empêchent ce changement et cette prise de conscience. Et puis même quand on a
En parlant de figure d'autorité, je pense au gouvernement. Bah, quand on a un gouvernement qui est totalement convaincu par le discours des lobbies de l'alcool, ou plutôt par leur argent, bah, c'est compliqué aussi de s'en sortir. Mais comme je disais, hein, la libération de la parole, ça aide, hein. Enfin, par exemple, ce podcast, peut-être que ça va aider à une prise de conscience. Bon, je pense que j'apprends rien de nouveau en soi, mais je rappelle des choses et j'essaye quand même de pousser un petit peu la réflexion. Donc ça, j'espère que ça a pu vous apprendre deux, trois trucs. En fait, moi, je parle aussi avec mon prisme de personne, mon prisme que j'ai de ma construction sociale, quoi. Mais ma mamie, elle a une différente construction sociale et enfin, pour elle, l'alcool, c'est la vodka, quoi. Le rosé, bon, le rosé, c'est pas de l'alcool, je vois. Pourquoi ça serait de l'alcool? Et ça peut paraître fou. On se dit, non, mais elle fait exprès, et bah, pas sûr, quoi. Parce qu'elle boit ça comme de l'eau. Du coup, bah, c'est. Et il y a peut-être des alcooliques qui se rendent même pas compte qu'ils boivent de l'alcool. Du coup, comment on peut leur faire arrêter? Pour moi, c'est de l'eau, ils sont juste là-bas. Je comprends pas. Non, mais en vrai, elle fait la différence, j'espère, mais il y a pas de fumée sans feu. De faire la blague, c'est que t'es pas loin de le penser, quoi. En fait, je pense que mon podcast, il est très subjectif parce que j'ai vraiment une vision, enfin, ma vision des choses et je l'applique à 100% sur ce que je pense pour montrer qu'il y a des gens qui pensent comme moi. Mais j'ai l'impression que une extrême majorité des gens sont pas assez offusqués par le nombre de morts pour s'embêter à aller contre ça, quoi. Parce que puis ça revient voilà, ça revient à ces trucs de facilité. Bon, c'est tellement facile de vivre comme ça que, bah. Et puis après, quand t'es pris dedans, pour arrêter, bon, bah voilà, quoi. Et sauf que tu peux être pris dedans et rester raisonnable, et tu peux être pris dedans et pas arriver à rester raisonnable, et là, c'est là que les conséquences sont terribles. C'est terrible, c'est affreux. Mais il se moque de tout. Nanana, nanana, pauvre pouille, il nous laisse tous les deux. Bon, c'était le début de L'amour brille sous les étoiles du Roi Lion. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai regardé Wall-E, vraiment. Je me rappelais pas à quel point c'était bien, parce que je l'avais regardé petit, bon, c'était émouvant, etc. Mais je me rappelle pas à quel point les messages dénoncés étaient frappants. Et finalement, au lieu de faire un podcast, j'aurais dû faire un deuxième Wall-E, mais sur les effets de l'alcool. Bon, ça aurait pris un petit peu plus de temps. Oui, j'ai l'impression. Alors, j'ai pas de chiffres sur l'industrie, mais j'ai l'impression qu'avec notre génération, on déconstruit un peu les normes sociales. C'est purement objectif parce que c'est juste les personnes jeunes que j'en rencontre sont totalement à 100% à m'entraîner à ne pas boire, contrairement à d'autres personnes moins jeunes. Ou alors, non, en vrai, je dis n'importe quoi parce qu'il y a des personnes jeunes qui m'entraînent aussi. Mais je pense, ouais, ça dépend juste de l'éducation et tout. Mais j'ai l'impression quand même que, enfin, j'ai pas du tout d'exemple de personnes vieilles à part ma mère et mon père. Enfin, j'ai pas vraiment d'exemple de personnes vieilles qui. Mais en même temps, je traîne pas forcément dans les soirées avec des personnes vieilles, donc bon, c'est peut-être nul ce que je dis, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça change. J'ai pas de justification, mais j'ai l'impression que. Bah, les justifications, c'est un petit peu les chiffres aussi, que ça change avec la génération. Mais du coup, genre, déconstruire les normes sociales, ça veut dire diminuer l'industrie de l'alcool. Mais ça, je sais pas si ça a vraiment diminué en France. Après, je sais qu'aussi, il y a beaucoup de. Enfin, ça revient un peu le truc de. Je me prends trop la tête, et on peut se dire, oh, on peut un peu s'amuser dans la vie, etc. Et je vois ce point de vue, mais je pense que le truc de, ah, on peut s'amuser, ça marche pas là parce que on est juste pas assez conscient, il y a juste pas assez de communication sur les ravages que ça fait. Le système, il a un peu brouillé la dangerosité des choses. Enfin, le tableau que j'avais montré, enfin, le LSD comparé à l'alcool, si tu t'en sers bien, ça a beaucoup moins d'effets négatifs. Parce qu'aussi, on dit, ouais, faut s'amuser un peu dans la vie, mais l'alcool, souvent, ça rend les gens pathétiques. Et s'amuser du pathétique des autres, bah, au bout d'un moment, ça y est, quoi, je l'ai vécu quelques fois, c'est c'est drôle, c'est plus drôle au bout de la deuxième, ça y est, c'était même pas drôle au bout de la première, en fait, parce que vraiment, enfin, c'est souvent, quoi, que les gens deviennent pathétiques et t'es juste là et t'acceptes.
Parce que l'alcool drôle, c'est un infime moment, quoi, hein. Et j'ai moi-même été pathétique. Moi, je suis pas toute blanche, hein. Mais, mais voilà, genre, j'ai testé. J'étais pathétique, maintenant, bon, ça y est. Je ne, je préfère ne plus l'être. Mais du coup, ouais, en fait, mes réflexions sur la déconstruction des normes sociales, c'est juste que faut regarder, je me répète, mais c'est regarder sous un autre angle les choses, quoi. De se dire que c'est vraiment une construction de la société et que c'est pas. J'ai du mal vraiment, je pense, à faire confiance, enfin, à me dire que les personnes le font. J'ai du mal à penser que le faire pour le goût ou boire pour le goût, c'est pas une excuse parfois. Et même une excuse cachée dans les gens, tu vois. Mais, et que c'est, et que c'est, enfin, je veux dire, tu peux pas faire ça que pour le goût quand tu fais ça dans des situations où tu peux être, où ça peut montrer ton statut et social et ton âge, quoi. Enfin, bon, finalement, je suis désolée, j'ai pas vraiment de solution, mais juste de dire que, bah, c'est toujours un étonnement de ne pas boire. Genre, les personnes qui ne boivent pas du tout en étant adultes, c'est une minorité. Et c'est lunaire, en fait, de se justifier. En fait, c'est lunaire en soi de faire son coming out, quoi. Enfin, juste tu le vois et c'est tout, quoi. T'as pas à dire, ah oui, j'aime les filles parce que, bah, j'aime les filles. Enfin, voilà, tu dis, bah, je bois pas d'alcool. Ah, OK. Genre là, tu bois pas d'alcool, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Tu es enceinte? Ah bon, mais bon, allez, fais-nous plaisir. Ah, mais tu bois pas d'alcool, mais je comprends pas, tu vas prendre quoi? Un jus de fruits? Bon, ça fait un peu enfantin. Bon, bref, je répète tout. Bah, pour conclure, prenez soin de vous. Non, même si c'est pas fou de consommer, parce qu'en vrai, là, je suis hyper critique et tout. Mais c'est chacun avec sa conscience, quoi. Enfin, si tu veux boire de l'alcool, tu bois de l'alcool. Finalement, c'est un plaisir de la vie, comme boire un chocolat. Non, mais je veux dire, non, pardon, c'est un plaisir de la vie qui n'est pas sain, comme fumer, comme bah, toutes les drogues, comme trop manger de sucre, comme plein de choses. Mais on peut comprendre la philosophie de ne pas se soucier forcément de sa santé toute sa vie à ce point et de se dire bah tant pis pour ma santé, je choisis ce plaisir, tant pis pour les conséquences que ça a sur les autres et la communauté, je choisis ce plaisir parce que j'ai l'impression que je peux me contrôler. Bah c'est la conscience de chacun et moi je critique pas quoi, genre on peut consommer pour le goût, pour les effets, pour l'ambiance et en vrai choisir parce que finalement, c'est choisir la facilité de boire de l'alcool. Si on doit retenir une chose de ce que j'ai dit, à part qu'il faut remplacer par les amendes, c'est ça. Et bah, j'ai pas envie de faire culpabiliser les gens là-dessus. Parce que bah, c'est vraiment dur de pas choisir la facilité. Et je pense que c'est le changement, enfin, il peut venir des gens et ça va aider, mais il doit venir aussi des politiques et des lois et tout. Enfin, je veux dire, la loi Evin, la loi d'arrêter la cantine, bah, il y aura peut-être une loi plus tard, parce que bah, culpabiliser les gens pour quelque chose qui est dans les normes, où il faut supprimer la tentation, etc., c'est pas juste. Bah, par contre, je les fais culpabiliser quand les gens deviennent violents. Là, s'ils ont pas réussi, mais non, en vrai, bah non, pas non plus, parce qu'ils ont juste pas réussi à ne pas être alcooliques, quoi. Genre, c'est comme l'environnement, en vrai, tu peux pas faire culpabiliser les gens pour des politiques qui sont pas passées. Enfin, je veux dire, si la personne achète un steak haché au supermarché, bah, en fait, il devrait juste pas y avoir de steak haché au supermarché, mais il y en a un. Bah, c'est la facilité et c'est dur d'aller à l'encontre de ça, quoi. Bon voilà, sur cette note, je vous invite, si vous voulez, à réagir à tout ce que je dis. Je crois qu'il y a des commentaires maintenant sur Spotify, ou genre en mode Q&A et tout. Et j'espère que ça va bah, vous motiver à avoir une autre vision sur la consommation et à voir à quel point
on est dans le moule finalement. Et peut-être avoir la force de dire gna gna, pas d'alcool. Voilà, et j'espère aussi que ça vous a plu mon retour après plein de mois là, toute seule, et que je vous ai pas trop cassé les oreilles, et que vous avez passé un bon moment. Et j'espère également faire un nouveau podcast bientôt. Et je vous souhaite une agréable continuité de vie. Bisous!